Masechet Shabbat, Daf Tzadik Vav, on va commencer le Perek, le 11e chapitre de Masechet Shabbat, Perek Hazorek. Alors avant de commencer, je voudrais une petite introduction. Ce chapitre, à nouveau, va traiter du sujet de Hotza'a. En effet, dans Masechet Shabbat, on a plusieurs prakim qui traitent de la melacha de Hotza'a, l'interdiction de transporter un objet et de le transférer du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, ou vice-versa, du Reshut HaRabim, le faire entrer au Reshut HaYachid, de l'extérieur à l'intérieur, ou de le déplacer dans le Reshut HaRabim si on l'a déplacé à une distance de 4 coudées, ce qu'on appelle Ma'avir, Arba Amot, Birshut Harabim. Alors, ce Issour de Hotza'a, maintenant on va voir qu'il y a plusieurs détails et on n'en pense pas beaucoup pendant le Shabbat parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces cas de figure qui sont assez rarissimes. Il y a au-delà de l'interdiction d'être Machnis ou Motzi, il y a également Zorek et Moshit. En hébreu, Zorek ça veut dire lancer. Nachon. Et Moshit, c'est tendre un objet. Vous êtes en face de moi, je vous tends quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Moshit, c'est Hoshata. Alors, maintenant on va voir que le Issour de Zorek et de Moshit, on va l'appliquer également Mirshut HaYachid, l'Irshut HaYachid, derech Reshut HaRabim. Par exemple, on est ici dans Ismach Moshe, et en face, on a le Blue Weiss. Vous avez quelqu'un qui est en face de vous, vous prenez une balle de tennis et vous lui envoyez. Lui, il attrape. Vous avez été Zorek Mirshut HaYachid, l'Irshut HaYachid, et ça a traversé la rue Gan-Marnes qui est Reshut HaRabim. Alors, est-ce que c'est une melacha? Est-ce que c'est assour? Hein? Ça a survolé le Reshut HaRabim. Réponse? Ça a survolé le Reshut HaRabim, vous dites. Eh bien, on va étudier maintenant. Voilà, je vous invite à regarder. Mais avant, je vous rappelle encore un détail. Vous savez que la différence entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, c'est par rapport à l'atmosphère. Dans Reshut HaYachid, on considère que l'espace du domaine privé, il monte jusqu'au ciel. Reshut HaYachid ola ad la rakia. Tandis que le Reshut HaRabim, l'atmosphère du Reshut HaRabim n'occupe que 10 tfachim, 1 mètre. Au-dessus, ça s'appelle Makom Ptour, un lieu neutre, qui est ni Reshut HaYachid, ni Reshut HaRabim, il n'y a aucun Issour. Ça s'appelle Makom Ptour, un lieu neutre. Alors maintenant, lorsque je parle de Zorek, Mirshut HaYachid, l'Irshut HaYachid, derech Reshut HaRabim. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Mirshut HaYachid, l'Irshut HaYachid, derech Reshut HaRabim. J'ai pris la balle de tennis, je l'ai envoyée de la fenêtre de ma maison à la fenêtre du voisin, Nachon, et lui il a attrapé cette balle. Alors c'était Mirshut HaYachid, l'Irshut HaYachid. Mais maintenant il y a 2 possibilités. Soit la balle, elle a traversé l'atmosphère du Reshut HaRabim, parce qu'on est par exemple par terre, pas par la fenêtre. Moi je suis à la porte de ma maison, toi tu es à la porte de ta maison, on est au rez-de-chaussée, et d'une maison à l'autre, on s'envoie la balle. La balle, elle a traversé l'atmosphère du Reshut HaRabim. Pourquoi? Parce qu'elle était proche du sol, à une hauteur par exemple de 50 cm, 5 tfachim. Donc on était dans les 10 tfachim du Reshut HaRabim. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, je lui ai lancé la balle, mais la balle, elle était au-dessus d'1 mètre. Au-dessus d'1 mètre. Donc c'était Mireshut HaYachid au Reshut HaYachid, mais ça a traversé quelle atmosphère? Makom Ptour, un lieu neutre. Quel est le din? Faut pas dire. Parce que quand je dis quel est le din, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Alors, quoi que vous disiez, prenez un risque. On va voir. On va voir. Autre cas, je suis Moshit. Moshit, c'est-à-dire, je tends. Imaginons par exemple, on est dans le balcon.
Vous êtes dans votre balcon, je suis dans mon balcon. Et on est proches l'un de l'autre. Et vous me demandez de vous dépanner. Est-ce que tu peux me passer une bouteille de vin? Ou bien le tire-bouchon? J'ai pas au Hachem du vin, mais il faut juste le tire-bouchon. Tu peux me le passer? On est tellement proches que je le lui tends. Alors, deux possibilités. Mirshut hayachid, l'irshut hayachid, derech reshut harabim. Alors, soit on est en dessous de dit fachim, soit on est au-dessus de dit fachim. Quand je lui ai tendu, est-ce que l'objet était au-dessus ou en dessous? Encore, deux possibilités d'être en face à face. Soit il y a le reshut harabim qui longe, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, entre Ismar Moshe et le Blue Weiss, là-bas, n'est-ce pas? Entre les deux, nous avons la traversée du public. Vous avez ici, n'est-ce pas, la circulation. Entre les deux, il y a une circulation. Mais il y a une possibilité d'avoir deux balcons au niveau du même étage, dans le même bâtiment, ou deux immeubles, un à côté de l'autre qui collent. Il n'y a pas de rabbim qui va traverser entre nous deux. Nous, on est au-dessus du Reshut Harabim. Mon balcon et le tien, c'est au-dessus du Reshut Harabim. Mais il n'y a pas de Reshut Harabim qui traverse entre nous deux. Car ça longe le Reshut Harabim. C'est-à-dire que les deux balcons, ils sont face à face, non pas des deux côtés de la largeur du Reshut Harabim, mais plutôt en continuité du Reshut Harabim. C'est-à-dire que dans la façade de l'immeuble, on a deux balcons sur le même étage. Et ces deux balcons, ils sont au-dessus de l'atmosphère du Reshut Harabim. Et là maintenant, je te tends un objet. Alors on va voir que c'est différent. Lorsque mon balcon et ton balcon sont dans la continuité de l'immeuble, sur la même façade de l'immeuble, ou bien est-ce que ce sont deux immeubles l'un en face de l'autre? Est-ce que le Reshut Harabim nous sépare? D'accord? Ça veut dire le Reshut Harabim traverse entre nous deux? Ou bien, c'est vrai que on est au-dessus du Reshut Harabim et donc il y a une séparation entre nous du Reshut Harabim, mais ce n'est pas un lieu de circulation. Ça veut dire que le Rabbim ne passe pas entre nous. Le Rabbim, il passe en dessous de nous deux, mais il ne nous sépare pas. Comment ça s'appelle dans le Lachon de la Mishnah? Les deux balcons, quand ils sont face à face, ça s'appelle Bishte Diotot. Quand c'est dans la continuité, c'est-à-dire les deux balcons, ils sont sur la même façade de l'immeuble, alors c'est vrai que de ton balcon je te parle, de mon balcon je te parle et je te tends des choses, mais on est sur le même niveau, sur la même façade. Alors je vous pose une devinette. D'après vous, qu'est-ce qui est plus hamour? Si je te tends un objet d'un balcon à l'autre, alors qu'on est sur la même façade, ou bien si on est en face à face avec le Reshut Harabim qui traverse entre nous deux. C'est d'après vous plus hamour? Eh bien, vous serez choqués d'entendre le contraire. Que lorsque je suis moshit, ce n'est que si on est moshit d'un balcon à l'autre qui se suivent sur la même façade, bidiota ahat. Mais si c'est bishte diotot, dans deux façades, deux immeubles, l'un en face de l'autre, deux immeubles, l'un en face de l'autre, avec le Reshut Harabim qui traverse, eh bien dans ce cas-là, le moshit, il est patour. Le moshit, quand je te tends un objet, je suis chayav que si on était sur la même façade. Et comment ça se fait? Car ce n'est pas une question de logique. Il faut que je vous rappelle encore un yesod. Tosfot dit ici que la melacha de Hotza'a est une melacha groua. Qu'est-ce que ça veut dire une melacha défaillante? Parce qu'elle est en effet inconcevable, incompréhensible. Normalement,
tout travail interdit Shabbat, parmi les 38 travaux, je ne parle pas du 39e, les 38 travaux, en effet, ce sont des actions créatives, des opérations qui visent la créativité. Par exemple, j'avais de la viande crue, je l'ai cuit. Quand j'ai cuit, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien maintenant, j'ai quelque chose qui est apte à manger. Comme si j'ai créé la nourriture, puisqu'elle n'était pas apte à être consommée. Ou bien par exemple, j'avais un tissu, j'ai cousu, j'en ai fait un costume. J'ai fabriqué quelque chose qui n'existait pas. J'ai allumé du feu. Il n'y en avait pas, j'en ai fait. À chaque fois, je crée quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais la seule melacha qui n'a aucune créativité, c'est Hotza'a. Transporter un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Ou mi Reshut HaYachid, Reshut HaYachid, derrière Reshut HaRabim. Tout cela, c'est pas créatif, car l'objet, il était là déjà depuis avant. Je n'ai fait que le transporter. Quelle différence y a-t-il si je l'ai transporté d'une pièce à l'autre, ou bien si je l'ai transporté d'une maison à l'autre? Ça veut dire de l'intérieur à l'extérieur, du domaine privé au domaine public. Quel est le problème? J'arrive pas à comprendre où est le problème. Pourquoi de la salle à manger à la cuisine, j'ai le droit de transporter, et de la salle à manger à l'extérieur, j'ai pas le droit? Du domaine privé au domaine public. Quelqu'un peut m'expliquer? C'est incompréhensible. Et tout de même, c'est une melacha. Et d'ailleurs, généralement, les melachot, d'où on les apprend? Du Mishkan. Mais là, on va voir que la melacha de Hotza'a, on l'apprend d'un pasouk. Pourquoi on a besoin d'un pasouk? Mais tu as toujours appris du Mishkan, les melachot. La réponse, c'est que c'est tellement improbable qu'on ne peut pas l'inventer. Car je ne vois pas où est la melacha. Quoi, j'ai pris un objet? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a si je l'ai pris? S'il n'y avait pas écrit clairement dans la Torah que c'est assour de transporter pendant Shabbat, jamais on n'aurait pu imaginer que c'est une melacha. Mais maintenant que c'est écrit dans la Torah clairement, alors maintenant, les détails, on les apprend du Mishkan. C'est-à-dire, en général, même le Av Melacha, je l'apprends du Mishkan. Justement, qu'est-ce qu'on appelle Av Melacha, le travail type? D'où on apprend du Mishkan. La Torah te dit, ne fais pas de travaux Shabbat. C'est quoi travail? Mishkan. Puisque la Torah, elle a juxtaposé dans Parashat Vayakel et Parashat Kitissa le sujet du Shabbat avec le sujet du Mishkan, pour te dire, tu veux savoir c'est quoi Melacha? Regarde le Mishkan. Les 39 opérations qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, c'est ce qu'on appelle travail. Une fois que tu sais c'est quoi, eh bien maintenant, Shabbat, tu n'as pas le droit de le faire, ces 39 travaux. C'est comme ça qu'on a compris. Mais il y a une Melacha où on ne pouvait pas apprendre du Mishkan. Il fallait nous le dire clairement. C'est la Hotza'a, le fait de transporter du domaine privé au domaine public. Si on ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su. Alors que les autres Melacha, je les apprends du Mishkan. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on apprend du Mishkan pour la Hotza'a? Les toldot. C'est quoi toldot? Les dérivés. D'habitude, pour toutes les melachot, on apprend du Mishkan le Av. Et qu'est-ce qu'on apprend ensuite par logique? Les toldot. Par exemple, hier, on a étudié ça. Est-ce qu'on a le droit de fabriquer du fromage pendant Shabbat? De prendre des morceaux de fromage, de l'écailler, et ensuite les mettre ensemble et les rendre compacts et fabriquer du fromage? C'est assour pendant Shabbat. Pourquoi c'est assour? Parce que c'est tolda de bonnet. C'est quoi tolda de bonnet? C'est un dérivé de l'interdiction de construire pendant Shabbat. Construire pendant Shabbat, mais quel rapport construire et fabriquer du fromage? Mais gaben, c'est fabriquer de la gvina. C'est assour parce que tu es en train de construire. Construire, quel rapport? Oui. Comment tu construis? Tu prends une pierre et encore une pierre et encore une pierre et tu mets du ciment entre eux et tu construis un mur. Tu as pris plusieurs unités et tu as fait une seule entité. Comment tu fais le fromage? Tu prends des morceaux de l'écaillé et tu les mets ensemble et c'est comme ça que tu vas fabriquer un fromage. Donc tu as pris plusieurs unités, tu as fait une seule entité. C'est le même
esprit, c'est le même principe que le Hav. Donc c'est quoi Hav? C'est ce qu'on a vu dans le Mishkan. C'est quoi Tolda? C'est ce qui ressemble. Toutes les actions qui ressemblent aux opérations qui ont permis la fabrication du Mishkan, c'est ce qu'on appelle Tolda Shel Melacha. Le dérivé de la Melacha du Mishkan. Donc on a le Hav, le père, et les dérivés, c'est-à-dire les enfants. Comme les enfants, c'est les dérivés du père, ainsi, dans le Hav Melacha, on a les dérivés. Mais dans la Hotza'a, comment ça marche? Un cran de plus. Le Hav, il est écrit dans la Torah clairement. Et on va le voir quel pasouk. Hein? On va voir. C'est écrit clairement, le Issour de Hotza'a. Mais les dérivés, c'est quoi les dérivés? C'est ce qu'on a trouvé dans le Mishkan. C'est ce qu'on a trouvé dans le Mishkan comme action, comme opération pour la construction du Mishkan. C'est ce qu'on appelle Tolda, les dérivés. Alors maintenant, la Gemara va dire dans notre Maseret Shabbat Daf Mem Tet, c'est une braïta qui dit, de la même façon que dans le Mishkan, on a vu la Hotza'a par exemple, les Lévi'im prenaient les poutres du Mishkan pendant les déménagements, les déplacements d'un camp à l'autre. Pour chaque campement, on allait s'installer et après, quand on devait voyager, on devait ensuite démonter le Mishkan et transporter les kélim et les poutres et on allait ailleurs pour s'installer. Sur quoi on mettait les poutres pour les transporter? Sur des calèches, des agalotes. C'était qui conduisait ces agalotes? C'était Béné Merari. Ils avaient ces agalotes et ils posaient dessus les poutres. Et ils les conduisaient. Maintenant, regardez ça. Il est écrit dans la Braïta que le Lévi était sur la Hagala et un Lévi était par terre. Et le Lévi qui était par terre, il prenait la poutre, il le donnait à celui qui était en haut, sur la Hagala. Celui qui est par terre, il est où? Dans le Reshut Harabim. Celui qui est sur la Hagala, il est sur Reshut Hayachid. Car un endroit qui est surélevé de 10 tfachim, d'un mètre, par exemple on est dans la rue, et on a une colonne qui fait 1 mètre de haut et une surface de 4 par 4. Comment ça s'appelle? Mapitom! Reshut Hayachid. Il y a plusieurs sortes de Reshut Hayachid. Un Reshut Hayachid, le plus classique, c'est un endroit qui est clôturé. Un endroit qui est clôturé, s'il y a un espace minimal de 4 par 4 tfachim, 40 cm sur 40 cm, et il est clôturé, comment ça s'appelle? Reshut Hayachid, à condition que la clôture, que la barrière, elle soit d'une hauteur minimale de 10 tfachim, de 10 points, d'1 mètre. Si on dit qu'un point, c'est 10 cm, il y en a qui disent que c'est 8 cm. Donc 8 multiplié par 10, ça fait 80 cm. Alors, si on a une clôture comme ça s'appelle Reshut Hayachid. Ça, c'est le Reshut Hayachid le plus classique, mais il y a d'autres Reshut Hayachid qui sont moins classiques. Par exemple, si vous êtes dans la rue et vous avez une colonne. Une colonne, elle fait une hauteur de 10 tfachim et une surface de 4 par 4 tfachim, 40 cm sur 40 cm ou 32 cm. Si on dit que c'est 8, 4 fois 8, 32. 4 points sur 4 points. Hein? Comme une poubelle, par exemple. Ouais. Les poubelles qu'on tire, ben c'est exactement ça. Vous avez une hauteur d'un mètre et vous avez une largeur de 40 cm sur 40 cm au moins. Donc c'est Mamash Reshut Hayachid. Quelqu'un qui prendrait un objet du sol et poserait sur la poubelle, eh bien il a fait Hotza'a Beshabbat. Il a fait une Melacha. Incroyable. Alors les amis, ça s'appelle Reshut Hayachid. Qu'est-ce qu'on était en train de dire il y a quelques minutes? J'étais en train de vous dire que c'est comme ça que ça s'est passé dans le désert. Le Lévi qui était en train de démonter le Mishkan, il était par terre, il prenait la poutre et il donnait à qui pour voyager? Au Lévi qui est sur la calèche. Donc celui qui est sur la calèche, il est où? Reshut Hayachid. Celui qui est par terre, il est où? Reshut Harabim. Il lui a donné. Mirshut Harabim et Reshut Hayachid. Ensuite, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il y avait 2 ragalotes, une derrière l'autre, 2 calèches, une derrière l'autre. Celui qui était proche du Mishkan,
il avait reçu en main la poutre, à qui il a donné? À l'autre Lévi qui se trouve sur la deuxième agala. Et lui dit, tiens, attrape la poutre, tu la poses dans ta calèche. Et une fois qu'il a chargé maximum sa calèche, maintenant il va charger la sienne. Et il y avait 2 rangées de hagalotes, une à côté de l'autre. Nachon, puisque il y avait 2 hagalotes, une à côté de l'autre, et encore 2 hagalotes devant, une à côté de l'autre. Mais comment est-ce qu'on passait les poutres? Lorsque un Lévi qui était sur la première calèche allait donner au Lévi qui était sur la deuxième calèche, est-ce qu'il allait aussi donner à l'autre qui est dans la calèche d'en face, ou bien uniquement celui qui est dans la calèche qui est dans sa continuité? Comment est-ce qu'il transmettait les poutres? D'une calèche à l'autre qui est dans la même continuité, ou bien est-ce qu'il passait d'une calèche à l'autre qui était en face? La même continuité. Bravo. Que dans la même continuité. Vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quand on transmet d'un Reshut Hayachid à l'autre Reshut Hayachid, quand est-ce qu'on est Chayav? Que si c'est sur la même façade, d'un Reshut Hayachid, d'un balcon à l'autre, mais qui est sur la même façade. Exactement comme dans le désert où un Lévi de la première calèche allait transmettre une poutre au Lévi qui était dans la deuxième calèche. Il lui a tendu. Mais jamais on allait donner d'une calèche à l'autre qui est en face. Donc, s'il y a le Reshut Harabim qui longe entre les deux Reshut Hayachid, entre les deux balcons, il n'y a pas de Issour, parce que ça n'existait pas dans le Mishkan. Et tout, on apprend du Mishkan. Et après, donc lorsqu'on arrivait et qu'on allait camper, on allait faire descendre les poutres. Comment? Le Lévi qui est sur la calèche, il donne à un Lévi qui est par terre, du Reshut Hayachid au Reshut Harabim. Alors, maintenant, on a compris que la Melacha de Hotza'a, comme dit Tosfot, c'est une Melacha Groua, c'est une Melacha dont il n'y a aucune logique. C'est pour cela que il faut des preuves pour chaque action, pour chaque interdiction. Pourquoi cette action serait interdite? Eh bien, il faut trouver une base concrète dans le Mishkan. Sinon, tu ne peux pas inventer. Voilà l'introduction pour aujourd'hui. Regardez maintenant le texte. On commence le Perek Hazorek. Hazorek mirshut hayachid, lirshut harabim. Celui qui lance un objet du domaine privé au domaine public, ou bien l'inverse. Mirshut harabim, lirshut hayachid, ou bien du domaine public au domaine privé. Il a lancé la balle de tennis. Hayav. Il est passible de sanction. S'il a fait Bémézid, Hayav Karet. S'il a fait Béshogeg par inadvertance, parce qu'il a oublié que c'est Shabbat, ou il ne savait pas que c'est Assour, alors il est Hayav Korban Hatat, un sacrifice expiatoire. Par contre, Mirshut Hayachid, l'Irshut Hayachid, Urshut Harabim Baemtza. Maintenant, s'il a lancé la balle de tennis d'un Reshut Hayachid à l'autre Reshut Hayachid, mais il y a le Reshut Harabim qui est au milieu. Rabbi Akiva mechayev, v'hachamim potrim. Rabbi Akiva dit chayav, hachamim disent patour. Pourquoi Rabbi Akiva dit chayav et pourquoi hachamim disent patour? On verra dans la Gemara 2 possibilités, 2 explications que la Gemara va nous donner, 2 hypothèses. Ça va être d'ailleurs même un grand débat entre les Amoraïm de la Gemara, comment expliquer cette mahloket. Mais comme je n'ai pas envie de vous laisser sur votre faim, parce que ça, il va falloir attendre jusqu'à page 97, ça veut dire que demain, vous n'aurez l'explication que demain. Alors, aujourd'hui, je vous fais cette fleur, je vous donne déjà une des 2 explications. Alors, la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, elle est par rapport à une notion qui s'appelle Kluta kemi sheu naha damia, ou bien lo amrinan kluta kemi sheu naha damia. C'est quoi ça? Kluta, ça veut dire capter. Hunaha, ça veut dire poser. Kluta kemi sheu naha damia. Rabbi Akiva nous dit qu'un objet
Comme j'ai dit, la balle de tennis. Moi, j'étais par terre dans mon rez-de-chaussée, dans ma maison. Toi, tu étais par terre dans ton rez-de-chaussée. Et il y a la rue qui nous sépare. La rue qui nous sépare, il y a une circulation. Réchout Arabim. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai envoyé la balle de tennis. Et la balle de tennis, elle était proche du sol. Ça veut dire elle était dans les dites Fahim. Dans les dites Fahim, proche du sol. Donc dans l'atmosphère du Réchout Arabim. Car on a déjà dit que l'atmosphère du Réchout Arabim, elle va jusqu'où? Jusqu'à une hauteur de dites Fahim. La balle, elle a traversé. Alors Rabbi Akiva dit, ce qui a traversé le Réchout Arabim, c'est comme si c'était posé dans le Réchout Arabim. Et par conséquent, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'on considère que la balle, elle a quitté Réchout Hayachid, elle s'est posée dans le Réchout Arabim, et après du Réchout Arabim, elle a rebondi, et elle est rentrée dans le Réchout Hayachid du voisin. Ça veut dire que Rabbi Akiva a fait arrêt sur image. Bien que la balle, elle ne s'est pas arrêtée une seconde. Elle était toujours en mouvement. Mais Rabbi Akiva, il fait arrêt sur image. Ça veut dire quoi? Il imagine comme si la balle s'est arrêtée dans le Réchout Arabim. Donc voilà, déjà il y a eu Otsa, Mirchout Hayachid, Mirchout Arabim. Et après, du Réchout Arabim, elle est rentrée au Réchout Hayachid. Ça, c'est Rabbi Akiva. Tandis que Hachamim disent, ma pitom, quand est-ce qu'on dit qu'il y a une melacha qui a été effectuée? C'est seulement si la balle, mamash, elle s'est posée, s'est arrêtée un moment, et après, elle a continué. Mais si elle était toujours en mouvement, donc elle ne s'est jamais reposée dans le Réchout Arabim, alors ça fait quoi résultat des courses? Réchout Hayachid au Réchout Hayachid, c'est comme de la cuisine à la salle à manger. Pour Chachamim, patour. C'est assur que midi Rabanan. Mais Minatora, c'est permis. Alors que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Akiva te dit, ma pito, chaya, kluta, kemi, sheuncha. Ce qui a été capté dans l'atmosphère, c'est comme si c'était posé. Alors voilà une explication qu'on verra dans la Gemara. Ketzad. Maintenant, la Mishnah demande, Ketzad, comment concrètement? Alors regardez s'il vous plaît, Rashi qui dit Ketzad, Rabbanan Ka'amreleu. Le mot Ketzad, c'est une question à laquelle la Gemara va répondre, et la Mishnah, pardon, va répondre, et la Mishnah va nous décrire et nous présenter des cas avec une configuration précise. Mais c'est qui va parler maintenant? C'est pas Rabbi Akiva. Rashi nous dit c'est Chachamim. Et on va voir tout de suite. Chachamim qui ont dit que Azorek mirshut hayachid, lirshut hayachid, urshut arabim baemtsa, patour. C'est même Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Shtek zuztraot, zu keneged zu. Deux balcons, l'un en face de l'autre. Birshut Arabim, dans le domaine public. Hamoshit ve'azorek mizolazo patour. Si j'ai lancé un objet, ou bien je l'ai tendu d'une main à l'autre, comme on a dit, d'un balcon à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y avait entre les deux balcons? Il y avait Birshut Arabim, c'est-à-dire, il y avait un balcon dans cet immeuble, et un balcon dans l'immeuble d'en face, des deux côtés du Réchout Arabim. Alors, en effet, qu'on soit Zorek, ou qu'on soit Moshit, d'après Chachamim, Patour. Rabbi Akiva avait dit Chayav, parce que Kluta Kemishuncha. Mais Chachamim disent Patour. Par contre, Hayush Tehem Bidiota Achat, Hamoshit Chayav, Veazorek Patour. Par contre, si les deux balcons étaient sur la même façade, pas des deux côtés du Réchout Arabim, mais plutôt dans la continuité du Réchout Arabim. C'est-à-dire, il y avait un balcon qui était en face de l'autre, deux balcons l'un en face de l'autre, mais qui étaient sur la même façade, le même immeuble. Pas des deux côtés de la largeur du Réchout Arabim. C'était dans la continuité de la longueur du Réchout Arabim.
Dans ce cas-là, quel est le din? Hamoshit chayav ve'azorek patour. Là, Hachamim vont dire, si tu lances l'objet, patour. Mais si tu le tends d'une main à l'autre, alors là, tu es chayav. Pourquoi? La Mishnah elle-même explique la raison. Shekar haïta avodat aleviim. Car c'est ainsi que transportaient les poutres, les léviim. Les léviim, comment ils transportaient les poutres? Eh bien, on a déjà dit. On ne les lançait pas d'une main à l'autre, on les prenait du sol, on le donnait aux lévis qui étaient sur la première agala, première carrosse. Et après, celui qui était sur la première calèche, il allait transmettre cette poutre aux lévis qui se trouvent debout sur la deuxième calèche. Donc ça se faisait comment? Bizrika ou beoshata? Par un lancement ou bien par en lui tendant l'objet? Eh bien évidemment, on ne peut pas jeter une poutre qui mesure 5 mètres, qui faisait 10 coudées, c'est évident. Donc il lui tendait la poutre. Comment ça s'appelle en hébreu tendre? Moshit. Comment on dit lancer? Zorek. Ah, c'est pour cela que Hazorek Patour vea Moshit Chayav. Shekar haïta avodat alviim, car c'était cela le travail des Léviim. Shte agalot zo achar zo, une agala derrière l'autre. Birshut Arabim, Moshitim, Hakrachim, Mizo Lazo, Avalozorkim. Ils se tendaient les poutres, mais ils ne les jetaient pas. Je tourne la page. Gemara. La Gemara demande Mirdez, Rika, Tolda, de Otsaahi, Otsaa Gufa et Chaktiva. La Gemara va commencer une recherche basique. Elle va dire Toda Rabba, tu m'as dit clairement ici que si j'ai lancé un objet du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, Chayav, c'est une melacha. D'où tu le sais? Ah, parce que ça ressemble à Otsaa. C'est quoi Otsaa? Otsaa, c'est quelqu'un qui prend un objet dans la main et il le transporte. Et il va marcher du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Ça s'appelle Motzi. Mais comment tu es Motzi? Toi-même, tu prends l'objet et tu le fais sortir. Mais la question se pose, quel est le din si je lance l'objet? Moi, personnellement, je suis resté ici. Je n'ai pas pris l'objet avec moi. Ou bien, ce n'est pas avec ma main que je l'ai pris l'objet, je l'ai déposé là-bas. Non, je l'ai pris d'ici et je l'ai jeté. Alors, qu'est-ce que tu dis? Pareil. D'où tu sais que c'est pareil? Eh bien, parce que tu dis, c'est logique. Ça ressemble à la Hotsa'a. Avec ma force, je l'ai lancé, c'est pareil. Eh bien, quand on dit que c'est logique parce que ça ressemble à la Hotsa'a, ça rentre dans quel cadre? On l'a déjà dit tout à l'heure en introduction. Ça rentre dans le cadre des Toldot. Parce que ce qui est écrit dans la Torah s'appelle Av, ce qui ressemble s'appelle Tolda, le dérivé. Donc Zorek, c'est Tolda de Motzi. Qui t'a dit que Motzi c'est Assour? Si tu as le droit de faire sortir un objet de la cuisine à la salle à manger, qui t'a dit que de la salle à manger à l'extérieur c'est Assour? Tu as une preuve? Alors il dit oui, j'ai trouvé un pasouk. Hechaktiva. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Amar Rabbi Yochanan de Amar Kra. Rabbi Yochanan nous dit, eh bien parce que c'est un pasouk. Lequel? Vaïtzav Moshe, Vayahaviru kol bamachane les morts. Vous n'avez pas le pasouk sous les yeux, moi je vous le lis. Ish ve isha, al ya'asu od melacha litrumat hakodesh, vaikaleha am mehavi. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, arrêtez de nous apporter des dons. Il y en a de trop. Hein? Ça s'est passé une fois dans l'histoire. Alors, Moshe Rabbeinu a demandé au Ham Israël, Bevakasha, ça y est, ça suffit. On leur a demandé de l'or, de l'argent, du cuivre, du bois, et en 2 matinées, Vayavi Unedava Baboker Baboker, ça y est. Alors, Vermelacha Itadayam Veoter, il y avait même plus que ce qu'il en fallait.
Alors Moshe Rabbeinu leur dit, ça y est, arrêtez de sortir de chez vous pour nous en apporter ici. Chez vous, c'est quoi chez vous? Reshut Hayachid. Et c'est quoi chez moi, Moshe? Moshe Rabbeinu, il était dehors et tout Israël était autour de lui. Donc, si les béné Israël sont à côté de Moshe Rabbeinu, donc autour de Moshe Rabbeinu, comment ça s'appelle? Domaine public, Reshut Harabim. Il leur dit, arrêtez d'apporter de chez vous à ici. Ça veut dire en d'autres termes, arrêtez de transporter des objets de chez vous à chez moi pendant Shabbat. La Gemara pose la question, elle dit qui dit que c'est Shabbat? Peut-être que c'était en semaine. Alors lisons d'abord dans le texte. Moshe, Hecha Hava Yativ. Moshe, où est-ce qu'il était installé? Bemachane Lévia, dans le camp des Léviim. Évidemment, puisque Moshe était Lévi. Umachane Lévia, Reshut Harabim Havai. Et le camp des Léviim s'appelle domaine public, puisque tout Israël était autour de Moshe Rabbeinu, donc ça s'appelle domaine public. Veka Amar Lehu le Israël, et il leur a dit au Bnei Israël, Lotapiku, ne faites pas sortir, Vetaitu, pour m'apporter, Mirshut Ayahid Ditru, de votre domaine privé, l'Irshut Arabim, à mon domaine public, au domaine public. Ah, très bien. La Gemara dit, Umimai de Shabbat Ka'e, Umimai de Shabbat Ka'e, qui t'a dit que Moshe Rabbeinu, quand il a demandé au Bnei Israël d'arrêter d'apporter des dons, c'était le jour du Shabbat. Et donc il leur a dit, il ne faut surtout pas sortir pendant le Shabbat des objets du domaine privé au domaine public. Qui dit que c'était Shabbat? Dilma Behol Ka'e. Peut-être que c'était en semaine. Il leur a dit, stop, on n'a plus besoin. Umishum de Shalimala Melacha. Car en effet, ils en avaient suffisamment des matières premières pour fabriquer le Mishkan. Donc Shalimala Melacha, ils avaient assez pour fabriquer le Mishkan. Donc ils n'avaient pas besoin. Kedirtiv Ve'amelacha Haïta Dayam. D'ailleurs, il est écrit dans la Torah qu'en effet, les matériaux qu'ils ont apportés étaient amplement suffisants pour construire le Mishkan. Alors, qui dit que c'était Shabbat? Réponse. Gamar, Havara, Miyom Kippourim. On l'apprend par le biais du Passouk. Le Passouk, à propos du Mishkan, nous dit comme ça. Ktiv hacha vaya'aviru kol bamachane. On a fait passer l'annonce. Vaya'aviru kol bamachane. Kol, c'est la voix. L'annonceur est passé dans tout le camp d'Israël en disant « Stop, stop, n'apportez pas des dons aujourd'hui. » Qui nous dit que c'était Shabbat? Parce qu'on a employé le verbe vaya'aviru. Et on a une gezerah shava, le verbe vaya'aviru, on le retrouve à propos de Kippour, qui est un jour où on n'a pas le droit de transporter, de faire des travaux. Vaya'aviru kol bamachane, ktivatam ve'avarta shofar teru'a, malehalan beyom asur, afkan beyom asur. De la même façon que, à propos du Yovel, il est écrit ve'avarta shofar teru'a, fais passer le son du shofar. Comment on dit sonner le shofar dans la Torah? Fais passer le son du shofar. Comme ça on dit. Ve'avarta shofar teru'a. Le même verbe qu'on a trouvé à propos de faire passer l'annonce. Vaya'aviru kol bamachane. C'est le verbe vaya'aviru. À propos du Yovel, une fois tous les 50 ans, on devait sonner le shofar le jour de Kippour du jubilé. La 50e année, le Sanhedrin devait sonner le shofar. Comment c'est écrit? Ve'avarta shofar teru'a. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez pourquoi le Yovel, la 50e année du jubilé, s'appelle Yovel? Vous savez pourquoi? Parce qu'on sonne le shofar. Et alors? Eh bien, le shofar s'appelle Yovel. Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? Ubim shoch hayovel hema ya'alu bahar. Quand Akadosh Baruch Hu a dit qu'on n'a pas le droit de monter sur la montagne pendant Matan Torah, il a dit quand est-ce qu'ils pourront remonter sur le Har Sinaï? Lorsqu'ils entendront
le son du shofar. Bim shochayovel hema ya'alu bahar. Alors, on a fait Gzera Shava, analogie. Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah le même verbe. Pourquoi? Pour faire une connexion, une comparaison. De la même façon que Ve'avarta shofar teru'a, c'est le jour de Kippour, qui est un jour où on n'a pas le droit de faire des travaux. Ainsi, Vaya'aviru kol bamachane, lorsque Moshe Rabbeinu a fait passer l'annonce pour dire, s'il vous plaît, ne sortez pas de chez vous avec des dons du Reshut HaYachid à chez moi, Reshut HaRabim, c'était un jour de Shabbat. Un jour qui était Assur Bemelacha. Comme à Kippour, on n'a pas le droit de faire des Melachot. Très bien. Malehalan Beyom Assur, Afkan Beyom Assur. La Gemara dit, très bien. Maintenant que tu m'as enseigné, premièrement, la base. C'est quoi la base? Le pasouk qui m'interdit de transporter un objet pendant Shabbat. Ça veut dire, moi je prends l'objet, je marche avec. Interdit de sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Comment ça s'appelle en hébreu? Hotza'a, faire sortir un objet. Mais est-ce que c'est que dans ce sens que c'est interdit de faire sortir l'objet? Est-ce qu'on a le droit de faire entrer du domaine public au domaine privé? Assour. Comment ça s'appelle en hébreu? Hachnassa. Alors la Gemara dit Ashkehan hotza'a, hachnassa minalan. Ok, on a trouvé dans la Torah l'interdiction de faire sortir l'objet. Mais qui te dit qu'on n'a pas le droit de faire rentrer l'objet? Nachon? Alors, la réponse. Svarahi, c'est logique. Mirde, mirshut, lershut, mali apouke ou mali ayoule. Miu otsa'a av ve'achnasa tolada. Tolda. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, c'est logique. Quelle est la raison pour laquelle la Torah nous a interdit de faire sortir un objet du domaine privé au public? C'est parce que l'objet, tu l'as transféré d'un domaine à l'autre. Eh bien, la logique veut que, c'est pareil, quand tu vas dans le sens inverse, tu as transféré l'objet d'un domaine à l'autre, eh bien c'est assourd. Si la Hotza'a est interdite, certainement la Torah veut aussi interdire la Achnasa. Seulement, ce qui est écrit dans la Torah s'appelle Av Melacha. Ce qui n'est pas écrit, qu'on a juste comparé par logique, comment ça s'appelle? Tolada. Dérivé. Donc, ce qui est écrit clairement s'appelle Av Melacha. Ce qui est juste par comparaison logique s'appelle Tolda. J'ouvre une parenthèse. Attention. Pour la mlacha de Hotza'a, ça ne suffit pas la logique. Vous vous rappelez? Je vous avais dit que pour la mlacha de Hotza'a, il faut trouver dans le Mishkan. Si on n'a pas trouvé dans le Mishkan la même action, on ne peut pas l'attribuer à une melacha. Il faut qu'il y ait le fond et la forme. Le fond, déjà, il faut trouver la base dans la Torah. Et après cela, il faut aussi la svara et il faut aussi se calquer sur le Mishkan. Est-ce que dans le Mishkan, on a trouvé la Hachnasa? Qui est-ce qui se rappelle? À quel moment on a fait rentrer du Reshut Harabim au Reshut HaYachid? Bravo. D'où à où? Contraire. Du bas en haut. Puisque le Lévi, il était dans le Reshut Harabim, il prenait la poutre, il a donné au Lévi qui était sur la calèche. Donc du Reshut Harabim au Reshut HaYachid. Regardez le troisième Tosfot. Hachnasa minalan svaraou. Tosfot pose la question. Veim tomar maï tsarir le hay svara. Kevan de hava bamishkan. Kede amar hem elu krashim la agala. De habe samuch mashma gabezrika. De imaita bamishkan. Avatele shapir. Viesh lomar de bizrika. Nami ikasvara. Mali alide otsa'a mali alide zrika. De ilav svara. Lo hava mechashvinan la tolda de otsa'a. Ve'ilo hava nami bamishkan. Lo hava mechayvinan ala misvara. Lefi shemlacha gru'ahi. Tosfot
nous disent que pour la melacha de Hotza'a qui est groa, il nous faut les deux. Il faut svara et mishkan. La svara toute seule ne suffit pas. Le mishkan tout seul ne suffit pas. Il faut les deux à la fois. Et c'est la raison pour laquelle on vient de dire maintenant que l'interdiction de transporter un objet du domaine public vers le domaine privé, c'est tout autant interdit que dans le sens inverse, dans la direction privé-public. Public-privé, c'est comme privé-public. Mais, pour cela, il fallait deux références. Aleph, la svara, la logique, pour dire quelle différence y a-t-il dans cette direction ou cette direction. Deuxièmement, il fallait retrouver cela dans le Mishkan. Tosfot nous dit pourquoi. Car en effet, la seule mélacha qui n'a pas de créativité, c'est le transport d'objets. Sinon, les 38 autres travaux, le point commun, le dénominateur commun, c'est la créativité. Comme j'ai dit, il y avait de la viande crue, elle est cuite, elle est mangeable. On avait un tissu qui n'était pas métable, désormais c'est un costume. Tu as créé quelque chose. Mais ici, dans la melacha, tu n'as rien créé. Maintenant, la Gemara demande au michde ahamichyav ve ahamichyav amay karele hayav ve amay karele haytolda. Maintenant, la Gemara nous dit tu m'as dévoilé la notion des toldot. J'ai compris. Il existe av, il existe tolda. Question, pourquoi est-ce que tu les appelles comme ça? Y a-t-il une différence concrète ou bien c'est juste des appellations? Puisque finalement, un homme qui a commis l'infraction par rapport au Hav, il doit apporter Korban Hatat. Si c'est Bémézid, il est Chayav Karet. Pareillement, s'il a fait la Tolda, il a commis une infraction par rapport à la Tolda. Alors, si c'est Bémézid, Chayav Karet. Si c'est Béshogeg, Chayav Hatat. Alors, quelle est la différence entre Hav et Tolda? Mirde, puisque Aha, sur ce, Miryav, il est Chayav Hatat. Ve'aha, Miryav. Et pour cela aussi, il est Chayav Hatat. Amay Karela Hay Av. Pourquoi cette action s'appelle Av? Ve'amay Karela Hay Tolda. Et l'autre, tu l'appelles Tolda. Réponse. Nafka Mina, la différence entre ce qui en découle de ces appellations, c'est pas juste des appellations, ça a des répercussions halachiques. Que quoi? Dei avid, shte avot bahade hadade, inami, shte toldot bahade hadade, mihyav taarte, vei avid av vetolda dide, lo mihyav elahada. Alors, pour expliquer ce passage, encore une petite introduction. Les amis, quel est le din, par exemple, si pendant le Shabbat, un homme ne savait pas que c'est assourd d'écrire, et il a écrit le matin. À 10h du matin, il a écrit un courrier. Et l'après-midi, il a écrit encore une fois un courrier. Et c'était dans le cadre de la même ignorance, ce qu'on appelle Be'alem Ehad. La même Melacha, il a répété 2 fois. Le matin, il a écrit, et l'après-midi de Shabbat, encore une fois, il a écrit. Combien de korbanot il doit apporter? Un seul korban. Bravo. Bien qu'il ait fait 2 actions interdites, un seul korban expiatoire. Très bien. Maintenant, quel est le din si le matin, il a écrit, parce qu'il ne savait pas que c'est assourd d'écrire, et l'après-midi, il a moulu du blé pour faire de la farine. Donc le matin, il a fait ktiva, l'après-midi, il a fait tehina. Combien de korbanot il apporte? 2. Un pour la melacha, 2 ktiva et un pour tehina. Très bien. Maintenant, donc on a bien compris que si on fait la même melacha 2 fois, be'alem ehad, dans le même oubli, un seul korban, si on fait 2 melachot différentes, 2 avot différents, comme ktiva et trina, même si c'est be'alem ehad, il n'a pas pris conscience de sa première avéra avant de faire la deuxième, il apportera malgré tout 2 korbanot. Maintenant, la question se pose, quel est le din si
on a commis le matin une infraction qui était le Av Melacha, et l'après-midi, on a fait la Tolda. Be'alem Echad. Par exemple, le matin, il a construit un mur, l'après-midi, il a fabriqué du fromage. On a déjà dit que Megaben, c'est la Tolda de bonnet. Alors, combien de korbanot il a fait? Un seul korban. Bravo. C'est ça. C'est ça la différence entre Av et Tolda. Quel est l'intérêt d'appeler ça Tolda? Parce que tu aurais pu dire, au lieu d'avoir 39 avot et tout le reste, c'est des toldot, tu peux dire, tu n'as pas que 39 avot. Tu as 1000 melachot interdites. Qu'est-ce que c'est Av, Tolda? Je ne comprends pas. Mirde, puisque Hay Mihyav, Ve Hay Mihyav, tu es Chayav pour cette action, tu es Chayav pour cette action. Qu'est-ce que tu as besoin de dire que ça c'est le dérivé de celui-là, celui-là c'est le dérivé de celui-là? Dis voilà, il y a des melachot interdites. Pourquoi tu les appelles comme ça Av? Eh bien oui, ça a des retombées halachiques. C'est que au niveau de la récidive, lorsque le récidiviste, Beshogeg, il a fait la même melacha 2 fois Beshogeg, Be'alem Echad, eh bien un seul korban. Mais si ce sont 2 familles différentes, 2 avot melachot différentes, eh bien il apportera 2 korbanot. Maintenant, si c'est 2 toldot de 2 familles différentes, quel est le din? Hein? Pareil, 2 korbanot différentes. Alors, 2 avot de 2 familles différentes, 2 korbanot. Même si c'est Be'alem Echad. 2 toldot de 2 familles différentes, 2 korbanot. Mais si c'est le Av et la Tolda, bien que ce ne soit pas la même action, mais étant donné que c'est le même principe, c'est son dérivé, c'est comme s'il avait refait 2 fois la même action. Dans les mots. Nafkamina, Dei Avid Shte Avot Baade Adade. La répercussion halachique est la suivante. Si il a récidivé une profanation du Shabbat, mais pas par la même action. Il a fait 2 avot différentes. Par exemple, le matin, il a écrit, l'après-midi, il a moulu du blé. Ça s'appelle Shte Avot Baade Adade. C'est quoi Baade Adade? Dans le cadre du même oubli. En même temps, ça veut dire dans le même oubli. Inami Shte Toldot Baade Adade. Ou bien 2 toldot de 2 familles différentes qu'il a fait en même temps dans le même oubli. Mihyav Tarte. Il sera chayav de combien de korbanot? 2. Vei Avid Av Tolada Dide. Mais si il a profané le Shabbat en commettant une infraction du Av et ensuite la Tolda, alors l'Omihyav et la Hada. Il n'est pas chayav de 2 korbanot que d'un seul pour les 2. Très bien. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Oul Rabbi Eliezer de Mechayev à Tolda Bemakom Av. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rachamim pour dire que quelqu'un qui a fait le Av et la Tolda pendant le même Shabbat, Be'alem Echad, il n'apporterait qu'un seul korban. Pour Rabbi Eliezer, ce n'est pas le fond qui compte, c'est la forme. Puisque le matin, il a construit un mur, l'après-midi, il a fabriqué du fromage, c'est vrai que le principe, c'est le même. C'est-à-dire, c'est Tolda de bonnet. Mais après tout, ce n'est pas la même action. Eh bien, il doit apporter 2 korbanot différents. Alors, si c'est 2 korbanot différents, alors, pourquoi tu appelles ça Av et tu appelles ça Tolda? Tu peux dire Melacha, et c'est tout. Amay Karula Av et Amay Karula Tolda. Réponse, Hach de Havai Bamishkan Hashiva Karela Av. Hach de lo Havai Bamishkan Hashiva. Lo karela av. Inami hardiktiva kare av, vehaidelo ktiva kare tolda. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une question d'appellation. C'est pour te dire que les toldot, comment tu as pu les connaître? C'est grâce au av. Et le av, d'où tu l'as appris? Du Mishkan. Alors c'est vrai que finalement, une fois que tu as comparé la Tolda au Av, maintenant la Tolda est considérée comme une Melacha à part entière. D'ailleurs, s'il fait le Av et Tolda, Be'alem et Had, 2 korbanot d'après Rabbi Eliezer. Alors en réalité, il n'y a plus de corrélation entre le Av et la Tolda. Mais
La seule chose, c'est que s'il n'y avait pas le Hav, tu n'aurais jamais connu la Tolda. Et d'où tu as connu le Hav? Deux possibilités. Soit dans le Mishkan, c'est pour les 38 Melachot, ou 37, et il y en a deux qu'on a connus par le Passouk lui-même. Le Esh, Lotevaharu Esh Bechol Moshvoterem Yom HaShabbat, et aussi le Alietse Ish Mimekomo Beyom HaShabbat, c'est le Issour de Hotsa'a, quand Moshe Rabbeinu leur dit « N'apportez pas des matériaux de chez vous à chez moi, ne sortez pas Shabbat avec quelque chose. » C'est grâce à cela qu'on a le Hav. Maintenant, d'où on a les Toldot? Toldot, Tosfot nous a dit, c'est l'association et l'assemblage de deux éléments. Mishkan plus logique. Ok, mais une fois qu'on a la Tolda, est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change rien. Juste pour apprendre la Tolda, j'avais besoin du Hav. Et donc j'appelle ça Hav, parce que ça m'a permis de déduire la Tolda. Mais une fois que je l'ai déduit, ça y est, la Tolda, le dérivé, il est autonome. Il a tous les dinim du Hav à part entière, comme si c'était deux familles différentes. Le Yerushalmi nous raconte que Rabbi Yohanan et Rish Lakish ont travaillé pendant 3 ans pour chercher toutes les toldot existants. Ils ont trouvé 39 toldot aux 39 avot. Incroyable. Par rapport à quoi la Gemara a dit Inami, ou aussi, ou également, Ardirtiva kare av ve'hay deloktiva kare tolda. Par rapport à quoi elle a dit ça? Eh bien, c'est par rapport à Hotsa'a. Hotsa'a, on a besoin de l'écrire dans la Torah. Ou bien Lotevaharu Esh Bechol Moshvotechem Yom HaShabbat, c'est écrit dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah s'appelle Hav. Alors que pour les autres Melachot, le Hav, c'est le Mishkan. La référence des Havot, des 37 autres, c'est Mishkan. Il n'y a que 2 Melachot qui sont écrites explicitement dans la Torah, que l'on appelle Hav pour cette raison. C'est Lotevaharu Esh Bechol Moshvotechem Yom HaShabbat et Al Yetse Ish Mimekomo Beyom HaShabbat. Je répète, que ce soit clair, net et précis. Les Toldot, c'est exactement comme le Hav. Et la Gemara elle-même a posé cette question à tel point qu'elle a dit, puisque ça a la même sentence, pourquoi est-ce que l'un tu l'appelles Hav et l'autre tu l'appelles Tolda? La Gemara maintenant va poser la question Ve'aditnan hazorek arba amot bakotel lema'ala me'asarat fachim kezorek ba'avir lemata me'asarat fachim kezorek ba'aretz ve'azorek ba'aretz arba amot chayav zarak arba amot birshut arabim min alan de michyav. C'est-à-dire, puisque chaque chose, chaque action qui est relative à la Hotsa'a, pour qu'elle soit considérée comme telle, comme Melacha, il faut, on a dit, 2 références. Premièrement, Mishkan. Deuxièmement, logique. Or ici, nous avons une Mishnah qui nous dit, dans Daf Kouf, que quelqu'un qui prendrait un chewing-gum, la Gemara ne parle pas de chewing-gum, elle parle d'une figue mielleuse qui peut coller sur le mur, sur le flanc du mur. Alors, si j'étais dans un domaine public et j'ai lancé un objet qui a fait un parcours de 4 coudées, ce qui est interdit pendant Shabbat, et ça a collé au mur. Alors, si ça a collé au mur, au-dessus de dit Fahim, Patour, parce que ça s'appelle Makom Pitour. Par contre, si ça a collé au mur, en dessous de dit Fahim, dans l'atmosphère de Reshut Arabim, Hayav. Question, d'où tu as sorti ça? Il n'y a ni logique, ni Mishkan. Alors la Gemara dit que oui, on a trouvé dans le Mishkan. Amar Rabbi Yoshia, Sheken Orge Yeriot, Zorkin Mahatehen Zelazé. Parce que dans le Mishkan, ceux qui allaient tisser les tentures allaient se lancer l'un à l'autre des aiguilles.
quand il y en avait un qui avait besoin de dépannage, il disait à l'autre, lance-moi ton aiguille. Alors, donc il lançait. La Gemara dit, Orgin, mais hatin la maléou, je comprends pas. Depuis quand un tisserand a besoin d'une aiguille? Un tisserand ne travaille pas avec des aiguilles, c'est pas un couturier. Alors la Gemara corrige. Tu as raison. On ne parle pas du tisserand, du tissage, on parle de la couture, de ceux qui faisaient de la broderie. Alors ils empruntaient l'un à l'autre les aiguilles. La Gemara dit, Vedilma gabe hadade avuyatve. Qui te dit qu'il y avait entre eux une distance de 4 coudées? Peut-être qu'ils étaient proches l'un de l'autre. La Gemara dit, c'est pas possible. Matu hadade bamehatin. Alors dans ce cas-là, ils vont se piquer avec les aiguilles. C'est pas possible. Ils sont pas fous d'être proches l'un de l'autre. La Gemara dit, Vedilma betoch arba avuyatve. D'accord, je suis d'accord avec toi qu'ils n'étaient pas collés. Mais ils n'avaient pas besoin de s'éloigner autant. 4 coudées. Alors d'où tu as sorti les 4 coudées? Je répète la question. Dilma betor arba avuyatve. Peut-être qu'ils étaient assis tous les deux tailleurs, les deux couturiers, étaient à l'intérieur des 4 coudées. Il n'y avait pas de distance de 4 coudées entre l'un et l'autre. Et lama rafrizda sheken orge yiriot zorkin buchiar bayeria. Alors maintenant, la Gemara revient au tisserand. Le tisserand, le oreg yiriot, celui qui tissait les tentures, eh bien, il utilisait des bobines de fil. La navette que l'on appelle buchiar. C'est quoi buchiar? C'est un tube où il y avait dedans une bobine de fil pour la navette. C'est-à-dire que on avait les fils de la chaîne et il fallait ensuite tisser avec le fil de la trame. Comment on faisait ces yériot? Combien elles mesuraient les yériot? On le sait qu'elles mesuraient combien? Arba amot. Puisque après on a relié toutes les tentures de 4 amot et c'est comme ça que on a fait une très très grande tenture. Il y en avait 2 mahbarot. On appelait ça mahberet arishona, mahberet ashnia. Et ces mahbarot, elles étaient constituées du chibour de plusieurs tentures qui avaient 4 amot de large. Alors, puisqu'ils avaient 4 amot de large, il y avait 2 tisserands qui se tenaient à droite et à gauche de la tenture. Et chacun lançait à l'autre la navette de la trame. Au moment où le 3e tisserand était en train d'appuyer sur les pédales du métier pour séparer les fils de la chaîne. Dès qu'il séparait les fils de la chaîne, 1 sur 2, eh bien, Réhouven envoyait à Shimon la bobine, la navette. Et après ça, Shimon renvoyait à Réhouven, à chaque fois pour mettre le fil de la trame au milieu de la chaîne. Puisqu'il lançait le tube à 4 coudées d'écart, eh bien voilà, tu as trouvé. La Gemara dit Vealo ogdo beyado. Il y a un problème. C'est qu'ici, Réhouven et Shimon qui se lançaient la bobine de la navette, eh bien, eux, ils tenaient toujours un bout du fil pour pas que ça se défasse totalement. Donc il tient et il lui envoie la navette. Donc il tient avec une main, il envoie avec l'autre main. Donc il n'a pas lâché totalement la bobine, il la tient toujours d'une extrémité. Et on a déjà appris que si c'est ogdo beyado, s'il le tient, il tient l'extrémité de l'objet, il est encore dans sa main. Ça ne s'appelle pas otsa'a, il faut qu'il le lâche. Réponse Ben Isra Batra. Dans le dernier jet, lorsque il envoie la bobine pour la fin de la fabrication de la tenture, c'est-à-dire à la fin de la bobine, donc ça y est, la bobine elle-même va se séparer du fil et elle va être envoyée d'une main à l'autre en étant libérée, sans être tenue par l'extrémité.
La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? La traversée de la navette, elle est entre les fils de la chaîne. Est-ce que là-bas c'est Reshut Arabim? Est-ce qu'on marche sur les fils de la chaîne? Non. C'est Makom Pitour, puisque tu ne peux pas marcher entre les fils de la chaîne. Donc la navette, elle traversait les fils de la chaîne. Et cet endroit s'appelle Makom Ptour, comme ça dit Rashi. Veha be Makom Ptour azla ben dofne hayiri'a. Ve'en ze reshut arabim. Ela Makom Pitour de enorahav arba. C'est un Makom Pitour parce qu'il n'y avait même pas une largeur de 4 coudées. Et ce n'est pas un lieu de circulation du public. Donc je ne comprends pas comment tu as pu déduire de là-bas la notion de Arba Amot Birshut Arabim, l'interdiction de transporter au-delà de 4 coudées. Et la Sheken Orgei Yeriot Zorkin Bouchiar les Shoalehem. La Gemara dit, eh bien tu veux savoir d'où on l'apprend? Eh bien c'est parce que les tisserands qui allaient tisser les tentures, il y en avait un qui allait tisser tenture numéro 1, l'autre tenture numéro 2, tenture numéro 3. Alors ils s'en prêtaient le bouchiar, la navette. Il me manque une bobine, tu peux prêter? Alors ils se lançaient. La Gemara dit, ils se lançaient. Qui te dit qu'ils étaient à une distance de 4 coudées? Vedilma Gabe Hadade Abouyadve, peut-être qu'ils étaient proches l'un de l'autre. Réponse, Matou Hadade Behefet. Eh bien, ils allaient se bousculer avec dans l'extrémité de la tenture. Ils ne sont pas fous de se bousculer. Donc ils étaient loin. La Gemara dit, non. Pas obligé qu'ils soient distants de 4 coudées. Peut-être que juste ils étaient en décalage, pas un derrière l'autre ou à côté de l'autre, en un petit décalage, en quinconce, de manière à ne pas se bousculer. Vetu, en plus, Misha ile mehadade, veatania luda, ish mimelarto, asherema osim, mimelarto oseveno osemimlechet ravero. Ça veut dire que Luda, qui est le nom d'un grand hacham, nous a enseigné que les fabricants du Mishkan avaient tout le matériel nécessaire pour la fabrication du Mishkan. Ils n'avaient pas besoin d'emprunter quoi que ce soit. Ish mimelarto. Lorsqu'ils allaient travailler, ils venaient avec tout le nécessaire. Et dis-moi, tu peux me dépanner? Pourquoi tu crois que c'est du bricolage ici? C'est la construction de la maison divine. Ils sont venus avec un professionnalisme absolu, évidemment sans formation préalable, mais chacun, nous dit Ramban, a trouvé en lui, par son désir ardent de construire la maison d'Hachem, il a dit « je serai capable, j'y vais, j'arriverai ». Et ils prenaient avec eux tout le nécessaire pour la fabrication des pièces du Mishkan. Donc, ils n'avaient pas besoin d'emprunter la navette. Vetu, Ma'abir Arbamot Birshut Arabim Minalan. Ok, tu m'as parlé de Zorek, celui qui a jeté un objet. Alors tu me dis là-bas, il lançait. Admettons que c'était vrai, qu'il y avait 4 coudées d'espace, de distance entre eux et qui s'empruntaient. Admettons. Ça c'est bon pour l'action de Zorek. Mais l'action de Ma'avir, puisqu'on a dit que chaque action doit avoir sa référence. Parce que Otsa'a Semlacha Groua, où est-ce que tu as trouvé le transport de 4 coudées là-bas dans le Mishkan? Et la conclusion, nous dit la Gemara, une révélation incroyable. Arba Mod Birshut Arabim, Gemara Gemirela. Le din de Arba Mod Birshut Arabim, que ce soit en marchant avec l'objet, ou que ce soit en lançant l'objet, en le jetant, tout ça c'est Halakha le Moshe Misinaï. Ça a été enseigné oralement. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une déduction logique, c'est tout simplement une révélation, une information qu'on a reçue sur le mont Sinaï, clairement. Arba Amot, Birshut, Arabim.
qu'il soit Zorek ou Mahavir. Et maintenant, puisqu'on a parlé de Mahavir Arba Amot Birshut Arabim, on va nous parler du Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, comme par hasard, c'est la paracha de la semaine. Non, Shelach. Aïe, 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 aïe. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mekoshesh Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim Hava, Bematnit Atana Tolesh Hava, Rav Aha bar Yaakov Amar Me'amer Hava. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, on nous raconte qu'il y a eu un homme qui a profané le Shabbat. On l'a attrapé, on l'avait averti de ne pas le faire, il l'a fait, et on ne savait pas quelle mort lui infliger. On savait que Mechalelea Motiumat, mais quelle sanction. Alors on l'a gardé, Bemishmar, en prison, jusqu'au lendemain, où Akadosh Baruch Hu a dit qu'il va falloir lui infliger la lapidation. Eh bien, quelle était sa profanation? Comment il a enfreint l'interdit du Shabbat? On a trois opinions. La première, c'est Shmuel, qui nous dit que le Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, la Torah nous dit qu'il était Mekoshesh Etzim. Et c'est quoi Mekoshesh? Alors Shmuel dit Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, c'est qu'il a transporté un fagot de bois, Arba Amot Birshut Arabim. Arba Amot Birshut Arabim, c'était cela sa faute. Il y en a un autre qui va dire, c'est-à-dire la Braïta qui nous dit Toleh Shava. Il a coupé le bois, c'est-à-dire Kotser. Rav Aha bar Yaakov Amar Me'amer Hava. Rav Aha bar Yaakov va dire qu'il a entassé le bois. Mais Amer, c'est faire des tas. Lorsqu'on entasse un produit agricole là où il a poussé, Osef Davar Bemakom Gidulo, ça s'appelle Me'amer. Les Maïnav Kamina, la Gemara demande quel est l'intérêt de savoir exactement ce qui s'est passé dans le désert. Est-ce que le Mekoshesh était Mahavir, Arba Amot, ou bien Tolesh, ou bien Me'amer, Maïde Hava, Hava? Ce qui s'est passé dans le désert a déjà eu lieu. On ne va pas changer maintenant la réalité. On sait qu'il a profané le Shabbat. Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir c'était quoi exactement sa melacha? Réponse. De Amarav, Matzati Megilat Starim Berabichia, Vekatuv Be. Ici Ben Yehuda Omer, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, Ve'eno Chayav Ela Achat. Rav a dit, j'ai trouvé dans une Megilat Starim, un parchemin caché, à l'époque où on n'avait pas le droit d'écrire des livrets Torah, parce que Torah chez Birtav, tu n'as pas le droit de dire Be'alpé, Torah chez Be'alpé, tu n'as pas le droit d'écrire. Alors, il y avait parfois des sujets que les gens écrivaient pour eux-mêmes, Seter, pour s'en souvenir, mais ce n'était pas quelque chose qui était vulgarisé. Alors, Rav a dit, j'ai trouvé une Megillat Starim de Rabbi Chia. Un parchemin caché, Vekatuv Be, il est écrit dedans. Ici Ben Yehuda Omer, un hacham qui s'appelait ici Ben Yehuda, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, les travaux sont au nombre de 40 mois 1, Ve'eno Chayav Ela Achat. Combien de korbanot l'homme sera chayav? Qu'un seul korban pour tous les travaux. La Gemara dit quoi? Achat vetulo? C'est pas possible. On a déjà appris, Ve'atnan, on a déjà appris dans Dafain Gimel, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, Ve'avinan ba minyana la mali. Là-bas dans la Gemara, on avait posé la question en disant, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous donner le nombre, le chiffre? On sait très bien compter, même sans nous dire qu'ils sont au nombre de 40 moins 1. On a déjà appris que le nombre indiqué par la Mishnah, c'est pour nous indiquer également le nombre de korbanot qu'on doit apporter. Donc c'est pas possible de dire Enochayav Ela Achat. Voilà comment a dit Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yochanan, she'im asan kulam be'alem echad, chayav al kol achat ve'achat. Rabbi Yochanan nous disait que même si cet homme a
enfreint le Shabbat en commettant les 39 infractions, eh bien il sera chayav de 39 korbanot. Chayav al kol achat ve'achat. Alors la réponse, Ima eno chayav al achat mehem. Ce que ici Ben Yehuda voulait te dire, c'était juste de te dire que c'est pas 39 travaux, c'est pas 39 korbanot qu'il apportera pour les 39 travaux, il n'apportera que 38 korbanot. Eno chayav al achat mehem. C'est pas qu'il a dit Eno chayav el achat. Il n'apportera qu'un seul korban pour 39 infractions. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit sur les 39 travaux, il y a un travail pour lequel il n'y a pas de korban à apporter. Eno chayav el achat mehem. Mais il n'a pas dit quel travail. Il ne nous a pas indiqué lequel parmi les 39 travaux est dispensé et exempt de korban hatat. Il n'a pas dit. Eno chayav al achat mehem. En fait, c'est pas du korban hatat qu'il parlait. Je m'excuse. Il parlait de skila. Il dit il y a une melacha que celui qui l'aurait commise bémézid, il n'est pas chayav skila. Et donc, comme on ne sait pas à quel melacha il faisait allusion, c'est ça ce que la Gemara maintenant est intéressée de nous dire. La skila, la lapidation qu'on a infligée au Mekoshesh, Etzim, Beyom HaShabbat dans le désert, c'était bien la skila parce qu'il a fait la Avera Bémézid. Quel melacha il a fait? Il y en a un qui dit Ma'avir, Arba Amod Birshut Harabim, il y en a un qui dit Mekoshesh, il y en a un qui dit Me'amer et l'autre qui dit Kotser, Tolesh. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est pour te dire que ces melachot, elles échappent au doute, au safek. Ici, Ben Yehuda nous a mis dans un gros dilemme. Ici, Ben Yehuda nous dit, sur les 39 travaux, il y en a un pour lequel il n'y a pas de chiyuv skila. C'est lequel travail? Il n'a pas dit lequel. Alors on est dans le flou absolu. Eh bien, maintenant on sait qu'il y a au moins une melacha pour laquelle il n'y a aucun flou. C'est clair qu'il est chayav skila. C'est laquelle melacha? Celle du Mekoshesh Etzim. On l'a bien lapidé dans le désert. Alors c'était quoi la melacha qu'il a faite? C'était ça la curiosité. Pour ça qu'il y a une marloquette. Il y en a un qui dit Ma'avir, l'autre qui dit Tolesh, et l'autre qui dit Me'amer. Alors, ces rabbanim, chacun d'entre eux était clair dans sa tête, dans son esprit. Mais nous maintenant, on est dans le flou total, parce qu'on a trois opinions. On a soit Me'amer, soit Ma'avir, soit Tolesh. Lequel qui est chayav skila, on ne sait toujours pas. C'est plutôt lequel qui n'est pas chayav skila. Très bien. La Gemara nous dit comme ça. Rabbi Yehuda, pshitale de Ma'avir chayav. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, lui, il était clair dans son esprit. Pour lui, c'est sûr que cette melacha de Ma'avir Arba Amot, chayav, skila. Ou matnita, pshitale de Tolesh chayav. La braïta, pour elle, c'est clair que celui qui est kotser des Shabbat, il est chayav skila. Des Rav Chabar Yaakov, pshitale de Me'amer chayav. Ça veut dire que, pour lui, c'est sûr. Mor savar hamiat lo mesapka, ou mor savar hamiat lo mesapka. L'un dit, cette melacha, je n'ai aucun doute, qu'il est chayav skila, et l'autre dit, non, c'est cette melacha pour laquelle je n'ai aucun doute. Pour ta melacha à toi, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est pour cela qu'il y a eu un débat à propos du Mekoshesh. Ce n'est pas un débat qui n'a pas d'impact halachique, c'est un débat qui est extrêmement important par rapport au Sanhedrin. Qu'est-ce que le Sanhedrin va devoir faire au cas où? Et maintenant, la Gemara rentre dans le vif du sujet du Mekoshesh. Tanu Rabanan, Mekoshesh zetzelofrad. וכן הוא אומר, והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ולהלן הוא אומר, אבינו מת במדבר. מה להלן צלופחד? אף כאן צלופחד. דברי רבי עקיבא.
Le Mekoshesh Etzim, d'après Rabbi Akiva, c'était Tselophrad. On connaît les filles de Tselophrad, Benot Tselophrad. Lui, Tselophrad ben Chefer, c'était lui qui a profané le Shabbat dans le désert. D'où Rabbi Akiva le sait, par Gzera Shava. Il est écrit le mot Bamidbar à propos du Mekoshesh. Vaim tseu ish Mekoshesh, vayu bnei Israël Bamidbar, vaim tseu ish Mekoshesh etzim biyom HaShabbat. Tu vois le mot Bamidbar. Par Gezerah Shava, avec Tselophrad où il est écrit Avinu met Bamidbar. Les filles de Tselophrad ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut l'héritage de notre père en Eretz Israël. Notre père est mort dans le désert, il est sorti d'Égypte, il méritait une part en Israël, on veut cette part. Amar le Rabbi Ben Betera, Rabbi Ben Betera va dire à Rabbi Akiva, il va lui dire Akiva, ben kach ou ben kach, ata'ati liten et adin. D'une manière ou d'une autre, tu vas devoir rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Im kidvarecha, si c'est vrai ce que tu as dit, que Mekoshesh, c'était Tselophrad, a Torah chisato ve'ata megaleoto, la Torah n'a pas écrit, on a trouvé Tselophrad en train de profaner Shabbat. Sous-entendu, la Torah a voulu dissimuler son identité. Pourquoi tu l'as dévoilée? Ve'imlav, et si ce n'est pas Tselophrad, et toi tu as dit que c'est Tselophrad, atamotzi la'az aloto tzadik, c'est encore pire. Tu dis que Tselophrad a profané Shabbat. Imagine-toi que tu te trompes. Tu as fait un lachon hara grave. Soit tu as fait du lachon hara, soit tu as fait du motzi shemra. Si c'est vrai, c'est du lachon hara puisque la Torah n'a pas révélé son identité, toi tu le fais. Et même si c'est vrai, pardon, et si ce n'est pas vrai, c'est encore pire. Tu es motzi shemra. La Gemara dit Vela hagamar gzera shava. Je comprends pas. Rabbi Akiva, il a déduit par Gzera Shava, Bamidbar, c'est comme si c'était écrit dans la Torah. La Gemara répond, Gzera Shava, Logama. Lui, Rabbi Ben Betera, n'a pas reçu cette Gezerah Shava de ses maîtres. Car vous le savez, que la Gezerah Shava, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Même si on trouve deux mots communs, ou un mot commun à deux thèmes, c'est pas à toi à venir faire des drachotes. Ce n'est que si Moshe Rabbeinu nous a transmis que ces mots communs ont été écrits ainsi pour faire une connexion entre deux thèmes et pour faire des comparaisons. Mais s'il n'y a pas de Messira mi Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu de transmission de Gzera Shava, tu n'as pas le droit. En hébreu, on dit comme ça. En Adam dan Gzera Shava me'atzmo, elaim kem kibla merabo veramo verabo ad Moshe misinai. Et la Mecha Hava. Alors la Gemara demande, puisque Rabbi Ben Betera n'a pas de Gzera Shava, donc il n'a aucune révélation de l'identité du Mekoshesh Etzim Biyom HaShabbat. Donc c'est certainement pas Tselophrad. Ça veut dire on n'a pas de révélation. Alors Tselophrad, ses filles ont dit Avinu met Bamidbar. À quel moment il est mort? Il a fait partie de quelle période de gens qui sont morts? Mivaya Pilu Hava. C'est-à-dire les Ma'apilim. Vous vous rappelez l'histoire des Ma'apilim? Ça aussi, c'est dans la paracha de la semaine. Lorsque les Bnei Israël ont entendu que ils ne pourront pas rentrer en Israël à cause de la Xéra des Meraglim, comme ils ont pleuré pour rien pendant toute la nuit, à cause du compte-rendu négatif, le rapport négatif des explorateurs, ça a entraîné des pleurs collectifs. À ce titre-là, que Baruch Hu a dit, eh bien, sachez que vous qui avez pleuré pour rien, vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Ce seront vos enfants qui, eux, mériteront cette terre. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont regretté. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui ont dit, eh bien, on va y aller tout de suite en Israël. Et ils se sont regroupés pour aller livrer guerre aux
aux Goïm là-bas pour aller conquérir Eretzrel. Ve'ya'pilu la'alot ha'ara. Moshe Rabbeinu leur a dit non. Ve'hilot itzlah. Ça ne va pas marcher. Maintenant, Akadosh Baruch Hu ne va pas vous accompagner. Eh bien, ils sont tombés. Ils sont morts, ces gens-là. Quand ils ont été attaqués, les Goïm, eh bien, ils ont subi une défaite. Tselophrad faisait partie de ces gens, d'après Rabbi Yehuda ben Betera. Il faisait partie des Ma'apilim, mais au moins, ce n'est pas du Chilul Shabbat, ce qui est beaucoup plus grave. Une bonne précision, on voit de là que Rabbi Akiva, qui a été Doresh la Gzera Shava, parce qu'il a reçu de ses maîtres, Rabbi Yehuda ben Betera ne l'a pas reçu de ses maîtres, eh bien lui n'est pas Doresh Gzera Shava. Donc on peut avoir une marloquette entre deux Tanaïm. Est-ce qu'on est oui ou non Doresh la Gzera Shava? Eh bien l'un est Doresh parce qu'il a reçu de ses maîtres qui lui ont dit qu'ils l'ont reçu eux-mêmes de leur maître Moshe Rabbeinu, tandis que l'opposant qui a étudié chez des maîtres qui n'ont pas transmis cette Gzera Shava, eh bien lui n'a pas le droit d'être Doresh. Le principe de Gzera Shava est unanime, tout le monde est d'accord. Comme on dit, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esrei Midot, Torah Nidreshet, Bekalva Homer, Gzera Shava, et ainsi de suite. Gzera Shava, c'est sûr. Mais cette Gzera Shava précise, eh bien, c'est par rapport à celle-là qu'il pourrait y avoir une discussion. L'un l'a reçu, pas l'autre. Mais badaï que la notion de Gzera Shava est admise par tous. La notion de Gzera Shava, elle ne peut être reçue que par le maître. En Adam dan Gzera Shava me'atzmo, ela imken kibla merabo. Verabo, merabo, ad Moshe Misinaï. Tu ne peux pas le recevoir de ton Chaber, que de ton Rav. Kayotse Badavar, la Gemara nous donne un exemple similaire d'une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera, qui à nouveau sera basée sur la transmission de la Gzera Shava. Kayotse Badavar ata Omer, Vaïhar af Hashem bam vayelach, melamed she'af Aharon nitztara, divrei Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva ben Kar ben Kar, ata ati liten et adin, im kidvarecha, atorah chisato, ve'ata megale oto, ve'im lav, ata motzi la'az aloto tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva dit que la lèpre qui a affecté Myriam n'a pas atteint que Myriam, même Aaron. Seulement Aaron a guéri plus rapidement, mais même Aaron a été frappé de lèpre. Puisqu'il est écrit Vaïhar af Hashem bam vayelach. Pourquoi il y a écrit bam? Bam, ça veut dire deux personnes, au minimum. Alors, on ne peut pas dire que c'est que Myriam qui a été lépreuse. C'est comme ça que Rabbi Akiva déduit. Là, ce n'est pas une Gzera Shava. Là, c'est du mot qui a été conjugué au pluriel. Vaïhar af Hashem bam vayelach. Dieu s'est mis en colère contre eux et il est parti, c'est-à-dire qu'il s'est mis en colère contre Myriam et Aaron. C'est ce que disait Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, d'une manière ou d'une autre, tu vas devoir rendre des comptes pour ce que tu as dit. Si c'est vrai, la Torah n'a pas écrit Aaron, et toi tu dis Aaron, tu as dévoilé son identité. Im kidvarecha, même si c'est vrai ce que tu dis, à Torah chisato, la Torah a dissimulé son identité. Ve'ata megale oto, et toi tu le dévoiles. Ve'im lav, et sinon, ata motzi la'az aloto tzadik. Si c'est faux, c'est pas Aaron n'a pas été lépreux, alors tu es en train de dire du mal d'un tzaddik comme Aaron. La Gemara demande Ve'ela active bam. Comment Rabbi Yehuda ben Betera va interpréter le pluriel de bam? Haou bin zifa be'alma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tsaraat, il y a eu juste gronderie. Que Hachem a grondé Aaron, il a réprimandé, comme il est écrit là-bas. Il leur a dit Shim'ona devarai. Tout ce qu'il leur a dit, comment vous pouvez vous comparer à Moshe Rabbeinu qui est d'une prophétie supérieure à la vôtre? Imiyen eviachem Hashem b'mar'a elav et vadar, b'mar'e velo b'chidot, b'halom adaberbo. Lochen avdi Moshe, pel pe adaberbo, b'mar'e velo b'chidot. Donc, c'était juste par rapport à la Nézifa, mais pas à Tsaraat.
Tanya, la Gemara c'est une braïta qui soutient la thèse de Rabbi Akiva. Tanya Kemande Amar Nitztara, Af Aaron Nitztara, que même Aaron est devenu lépreux. Dirti Vaifen Aaron el Miriam Vine Metzoraat, Tana. Vaifen Aaron Shepana Mitzaraato. Ça veut dire que lui aussi est devenu lépreux, seulement il a guéri beaucoup plus rapidement que Myriam. Mais lui aussi était lépreux. Alors pourquoi est-ce que Aaron a guéri plus vite que Myriam? Parce que c'est elle qui avait parlé et Aaron n'était qu'auditeur. Donc malgré tout, être auditeur de la Shonara sans réagir, on est aussi coupable, mais pas autant que l'orateur. C'est la raison pour laquelle il a guéri plus rapidement qu'elle.